On se dit souvent qu'un pays riche, c'est forcément un pays où il fait bon vivre, non? C'était un peu l'idée générale pendant longtemps. Mais en fait, les outils qu'on utilise pour mesurer le progrès, eh bien, ils nous racontent une histoire bien plus nuancée. Et la vraie question, c'est, et si ces outils nous induisaient en erreur? Voilà, c'est ça la question de fond. Le premier réflexe, c'est toujours le même. On regarde l'argent, le fameux PIB. Sauf que le PIB, ça ne dit absolument rien sur la santé des gens, sur leur accès à l'éducation, ou sur les inégalités qui peuvent ronger une société. Pour y voir plus clair, il a fallu être un peu plus malin et créer de nouveaux indicateurs. Alors, comment on a fait pour aller au-delà de cette simple vision économique? Eh bien, il y a une approche qui est devenue la norme, un indicateur que tout le monde connaît et utilise depuis des décennies. Je parle bien sûr de l'indice de développement humain, l'IDH. Quand il est arrivé en 1990, c'était une petite révolution. Pour la première fois, on ne regardait plus seulement le portefeuille d'un pays. Non, on combinait la santé, l'éducation et le niveau de vie. C'était un pas de géant vraiment par rapport au tout économique. Mais, et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, l'IDH, aussi utile soit-il, est loin d'être parfait. En fait, il a de sacrés angles morts. Des zones d'ombre qui peuvent complètement fausser notre vision de la réalité du développement d'un pays. Le problème, c'est que l'IDH, c'est une moyenne. Un seul chiffre qui lisse tout. Un pays peut avoir un super score, mais derrière ce chiffre se cachent peut-être des inégalités de revenus absolument folles, ou alors une croissance économique impressionnante qui se fait au détriment total de l'environnement, chose que l'IDH ignore complètement. Et puis il y a un point crucial, il est quasiment aveugle aux inégalités, et en particulier celles entre les hommes et les femmes. Face à toutes ces limites, il fallait bien trouver des solutions. Et on va se concentrer sur l'une de ces lacunes les plus importantes, la question du genre. Pour s'attaquer à ce problème, un nouvel outil bien plus précis a vu le jour. Il faut voir que notre manière de mesurer le monde a vraiment évolué. Avant 1990, c'était simple. Tout était une question de PIB. En 1990, l'IDH arrive et remet l'humain au centre du jeu. Super. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Alors depuis 2010, on a commencé à affiner le tir, à utiliser des sortes de loupes pour regarder des problèmes bien spécifiques, et c'est comme ça qu'est né l'indice d'inégalité de genre. Et alors là, le changement de perspective est énorme. L'IDH parle de santé en général. L'IGG, lui, va être beaucoup plus précis. Il regarde la santé reproductive. L'IDH mesure l'éducation dans son ensemble. L'IGG, lui, se focalise sur l'autonomisation des femmes. Pareil pour l'économie. L'IDH prend la richesse globale, tandis que l'IGG analyse la place concrète des femmes sur le marché du travail. C'est vraiment un zoom, un changement de focale indispensable. Pour comprendre comment ça marche, c'est très simple. Plus le score d'un pays est proche de 0, mieux c'est. Ça veut dire qu'on se rapproche de l'égalité. A l'inverse, plus on s'approche de 1, plus les inégalités sont fortes. Un score de 1, c'est le pire scénario. C'est un potentiel humain et économique absolument gigantesque qui part en fumée. C'est un thermomètre en fait, qui mesure l'écart. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, à quoi ça sert? Prenons un exemple pour voir comment cet indice nous éclaire sur des situations bien réelles. Ce que fait l'IAJ, c'est qu'il rend visible l'invisible. Il met le doigt sur des réalités qui sont noyées dans les grandes moyennes. Par exemple, il nous montre, noir sur blanc, que pour beaucoup de femmes africaines, les conditions de vie sont infiniment plus dures que pour les hommes. Et ça ne limite pas seulement leurs opportunités, ça freine le développement de pays entiers. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. Ce n'est pas juste une question de droit ou de justice sociale, même si c'est fondamental. Non, l'autonomisation des femmes, c'est un véritable levier, un moteur de progrès pour toute la société, que ce soit sur le plan social, économique et même environnemental. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardez ce chiffre. Plus d'1 milliard, c'est le nombre de femmes sur le continent africain. On ne parle pas d'une minorité, on parle, comme le dit la source, d'un facteur de production vital, essentiel. Alors ignorer les inégalités qu'elles subissent, c'est mettre un frein à main au développement de tout un continent. Bon, on a parlé de PIB, d'IDH, d'IGI, mais au final, pourquoi est-ce que c'est si important de bien choisir ces outils de mesure? Qu'est-ce que ça change vraiment? En fait, la grande leçon, c'est celle-ci. Ce qu'on choisit de mesurer, ça en dit long sur ce qui compte pour nous. Nos indicateurs ne sont jamais neutres. Ils sont le reflet de nos valeurs, de nos priorités. Quand on décide de mesurer les inégalités de genre, on dit « Ok, ce sujet est une priorité ». Et pour pouvoir agir, pour pouvoir changer les choses, la toute première étape, c'est de mesurer correctement. Et du coup, ça nous laisse avec cette question qui est assez vertigineuse au fond. Si on change notre façon de mesurer le monde, est-ce qu'on peut en fin de compte changer le monde lui-même? C'est une idée assez puissante sur laquelle réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.